Bonjour tout le monde. Donc cette semaine, on termine la matière sur la cohérence. Donc la semaine passée, ce qu'on a fait, c'est regarder là, des modèles théoriques de cohérence, donc séquentiel, strict, causal, éventuel, puis ces choses comme ça. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est mettre nos connaissances en pratique. Donc on va aller regarder là, comment ces modèles-là sont utilisés dans des systèmes distribués. Et bon, il y a un petit peu de théorie à faire d'abord. C'est la théorie du théorème de Cap. Donc on va regarder comment le théorème de Cap est capable là, de comparer essentiellement les différents modèles ensemble et expliquer là, qu'est-ce qui est possible à réaliser avec selon le modèle de cohérence qu'on a. Et par la suite, on va aussi étudier donc comment le système, donc on va aller passer à la prochaine page, là. Comment le système de Key Value Store Cassandra est capable d'ajuster sa cohérence. Okay? Donc c'est une application du théorème de Cap et des modèles de cohérence. Et finalement, on va aller pousser un peu plus loin dans un modèle de cohérence spécialisé qui est le modèle de cohérence de GFS, donc le Google File System, donc le système de fichiers distribué de l'infrastructure de Google. Ok, donc ça va avoir le théorème de Cap. Ok, donc un peu d'informations sur le théorème sommaire. Donc c'est un théorème qui a été développé en 1998 par le professeur Eric Brewer, de UC Berkeley. Et donc c'était quoi l'intention du théorème de Cap? C'est d'expliquer le trade-off, c'est-à-dire les enjeux entre donc certaines caractéristiques des systèmes distribués, donc plus particulièrement la cohérence, qui est le C, la disponibilité, donc le A, availability, et la tolérance aux partitions de réseau, partitions de panne, qu'on appelle le P, partition tolerance. Donc, l'intention de Eric, c'était d'avoir un théorème qui capture donc ces trois éléments et leur relation ensemble. Et plutôt ce que le professeur voulait faire, c'était d'expliquer ce qui est possible. C'est quoi la limite là, du possible dans les systèmes distribués. Okay? Donc, l'énoncé lui-même, c'est tout simplement, il est impossible pour un registre atomique de maintenir trois propriétés simultanément, donc la cohérence, la disponibilité, availability, et la tolérance aux partitions de réseau, partition tolerance. Okay? Donc ça c'est l'énoncé. Là on va aller voir en plus de détails qu'est-ce que ça veut dire là, pour de vrai. Ok, donc tout d'abord ça parle d'un registre atomique. C'est quoi un registre atomique dans cette définition là, théorique? C'est simplement un registre là, qui peut être lu ou écrit et qui est répliqué, donc c'est-à-dire plusieurs copies du registre existent sur plusieurs machines et ces différentes copies doivent être synchronisées, doivent être maintenues selon les concepts là, de réplication de données qu'on a vus auparavant. Donc à la base, un registre atomique, ça a seulement deux opérations possibles, un setX et un get. Okay? Donc c'est vraiment très basique là, comme système, mais ça représente, là, c'est un modèle générique qui représente là, donc essentiellement là, les systèmes distribués qu'on utilise qui ont besoin de réplication de données, comme un key value store, comme des caches. C'est essentiellement un key value store, c'est un set puis un get, sauf que on peut faire le set et le get sur des clés différentes, mais à la base c'est comme un registre atomique. Ok, donc là CAP, donc une autre façon d'interpréter là, l'énoncé qui dit que c'est impossible de maintenir les trois en même temps, mais ça implique que le mieux qu'on peut faire, c'est 2 sur 3. D'accord? Donc si on ne peut pas maintenir les 3, ça voudrait dire qu'on est capable de maintenir... si on en enlève un des 3, là, ça fonctionne. Donc là, l'idée de ce théorème, c'est d'expliquer les conséquences de sacrifier une des trois propriétés. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on sacrifie C, qu'est-ce qui se passe quand on sacrifie A, qu'est-ce qui se passe quand on sacrifie P. Donc là, tout d'abord, il faut aller définir c'est quoi les trois propriétés. Donc,
De façon générale, la cohérence, c'est tout simplement que les requêtes de lecture doivent retourner la valeur la plus récente. Okay? Donc, si on a un registre, imaginez qu'on a un registre atomique, le registre atomique peut juste conserver une valeur, et quand on écrit, ça remplace la valeur par une valeur plus récente. Donc là, la cohérence, c'est de retourner la valeur la plus récente qui a été écrite. OK? S'il y a un problème, par contre, si on n'est pas capable de retourner la valeur plus récente, alors c'est retourner une erreur. Alors que la disponibilité, ce que ça dit, c'est que les requêtes doivent compléter avec succès, si possible. Donc, c'est-à-dire que si on est capable de trouver une valeur, on devrait retourner la valeur et pas retourner d'erreur. D'accord? Donc, chaque fois qu'on retourne une erreur, c'est comme essentiellement c'est une faute en termes de disponibilité. Et tolérance aux partitions, c'est que le système doit tolérer, doit fonctionner dans un environnement où il y a des pannes de réseau, des pannes de communication, et le système doit continuer d'être opérationnel et tolérer ces pannes. OK, donc, plus particulièrement, qu'est-ce qu'on parle de cohérence? Donc, on a parlé de valeur la plus récente. OK, donc, si on se fie à nos différentes interprétations de valeurs récentes, idéalement, ça voudrait dire la cohérence stricte, c'est-à-dire la valeur la plus récente en termes de temps physique. Mais on sait que c'est impossible dans les systèmes distribués, donc ce qu'on entend là, dans le théorème, dans la formulation du théorème, c'est la cohérence séquentielle, c'est-à-dire la valeur la plus récente en termes de temps logique. En termes de disponibilité, ce que ça dit, c'est que donc chaque requête doit retourner une valeur si c'est capable là, de trouver. On ne devrait pas retourner d'erreur. Donc, la raison pourquoi la disponibilité est définie en termes de réponse sans erreur et pas juste réponse, c'est pour essentiellement là, contourner les systèmes qui sont triviales, c'est-à-dire un système par exemple qui retourne juste des erreurs sans rien, sans jamais exécuter de logique de registre atomique. Ben, c'est pas un système qui est viable. Okay? C'est un système qui ne fonctionne pas. Et on dirait que on va dire que c'est un système qui n'est pas disponible parce que les réponses ont des erreurs. OK? Donc, en plus de ça, pourquoi on parle là, de disponibilité, c'est on assume qu'on est dans un environnement là, qui a des pannes d'omission de processus. Donc, à ce moment-là, évidemment, si une machine tombe en panne et qu'on contacte cette machine-là, on ne peut pas s'attendre là, que la machine là, va retourner une réponse sans erreur, évidemment. Donc, c'est vraiment, là, ça concerne là, la disponibilité des machines qui sont encore en vie. Donc, il faudrait que quand des machines tombent en panne, les machines restantes sont capables quand même de fonctionner. Et l'autre chose qui est donc qui n'est pas vraiment mentionné, mais qui est sous-entendu dans cette définition de disponibilité, c'est qu'il n'y a pas d'exigence de délai. C'est un modèle asynchrone et du moment qu'on retourne une réponse à chaque requête, c'est correct, peu importe le temps de réponse. Donc selon le théorème de Cap, ça satisfait la disponibilité, même si on retourne une réponse très lente. Donc, c'est une définition qui a des problèmes, qui a des défauts, okay, qui n'est pas tout à fait réaliste. Donc, on va voir tout à l'heure comment le théorème peut être amélioré. Mais dans le théorème de base, la définition de disponibilité, c'est vraiment qu'on a un taux de réponse de 100%. Donc, quand il existe une valeur qu'on peut retourner, il faut la retourner à tout coup, mais la réponse peut être extrêmement lente. Donc, c'est une définition qui est à la fois faible et forte. Faible en termes de garantie de temps et fort en termes là, de taux de réponse. OK, et là, finalement, définition de tolérance aux partitions. Donc, tolérance aux partitions, c'est vraiment là, ça réfère spécifiquement ça parle essentiellement de panne de communication en général, mais le scénario le plus commun où ça se manifeste, c'est une situation où on a une partition de réseau, c'est-à-dire une situation, par exemple, où on a deux centres de données qui contient donc une copie de la base de données, donc le registre répliqué, et
il y a quand il y a une panne de partition, c'est qu'il n'y a plus de communication entre les deux centres de données. Et à ce moment-là, les machines qui sont de ce côté-là, qui sont connectées au centre de données numéro 1 ou qui sont dans la centre de données numéro 1, ne peuvent aucunement parler avec aucun des membres là, de l'autre centre de données. Okay? Donc c'est ça l'idée d'une partition de réseau, et c'est donc la situation qui se passe le plus commun, c'est ça qu'on va étudier. Okay? Donc, panne de communication, ça veut dire qu'on pourrait soit avoir des délais arbitraires ou des pertes de messages, et quand on est dans une panne de partition, c'est une perte à 100% là, de messages. On n'est pas capable de communiquer durant la panne d'un bord à l'autre. Okay? Donc, ce scénario-là s'appelle aussi un scénario de cerveau divisé, donc split brain. Donc c'est un autre terme que vous allez peut-être voir des fois. Okay? Une autre chose qui est importante de comprendre, c'est que le théorème de Cap dit pas qu'il y a tout le temps une partition de réseau. Okay? Donc ça dit pas qu'on est tout le temps que les centres de données peuvent jamais communiquer ensemble, mais que s'il existe une partition de réseau, à ce moment-là, le système est capable de réagir. Donc, on vous donne ici là, un exemple là, du théorème de Cap. Donc, imaginons que j'ai un système là, de réservation d'hôtels qui est répliqué. Donc, deux centres de données ici qui ont une copie là, des listes des chambres et leurs états et liste des réservations. Et là, on a deux clients, Alice et Bob. Alice est connecté sur ce centre de données et Bob de l'autre côté. Et là, ce qu'on est en train de demander, c'est, bon, si, imaginons qu'on veut respecter le P, donc on veut garder le P, donc ça veut dire qu'on devrait être capable de tolérer une partition de réseau ici où les deux centres de données ne peuvent plus communiquer ensemble. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si le système est implémenté d'une façon où, quand par exemple il détecte qu'il y a une panne de communication, il refuse tout accès, donc toute requête, ben là on a un système qu'on appelle CP, c'est-à-dire c'est un système qui conserve la cohérence, okay? Donc l'information reste cohérente, c'est-à-dire qu'il va y avoir une chambre de libre et on ne va pas briser la logique de réservation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de double booking, c'est pas possible de réserver la même chambre deux fois. Okay? Donc, imaginons que dans ce scénario, Alice et Bob essayent de réserver exactement la même chambre, la même journée, et qu'il reste juste une chambre dans cet hôtel-là de libre. Okay? Donc là, ce système-là refuse les deux requêtes, les deux réservations, maintient le système cohérent, c'est-à-dire que il n'y aura pas de double booking, il n'y aura pas d'incohérence, mais c'est un manque de disponibilité. Pourquoi? Parce que clairement, le système a une chambre de libre. Donc, la meilleure chose, s'il était vraiment disponible, on aurait pu réserver cette dernière chambre-là. Donc, en refusant les deux requêtes, on garde la dernière chambre libre sans réservation, malgré le fait qu'il y a une demande pour cette chambre-là. Donc, on perd de la disponibilité parce qu'on a clairement une ressource libre, la chambre, qui n'est pas attribuée. Et l'autre possibilité, alors, c'est implémenter le système. Donc ça, c'était une possibilité. Deuxième version du système, ce serait un système qui, quand on détecte une partition de réseau, imaginons là, qu'ils essaient pendant qu'ils traitent leur requête, ils essayent là, de synchroniser ensemble, faire un algorithme de réplication là, de consensus pour répliquer, et là, font un timeout, donc détectent qu'il y a une panne de partition. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que le système décide de quand même accepter la requête. Ben là, on va avoir un problème plus tard, c'est-à-dire qu'Alice va penser qu'elle a la chambre, Bob aussi, et plus tard, quand la partition de réseau va être réparée et que les deux systèmes vont essayer de se resynchroniser, ils vont détecter là, qu'il y a eu un double booking. Donc là, on est dans la situation inconfortable où il faut aller communiquer soit à Alice, soit à Bob pour annuler une des deux réservations ou offrir une sorte de compensation pour ça. Donc, on a un exemple ici d'un système AP, un système qui maintient la disponibilité parce que on a réussi à
réserver cette dernière chambre quand il y avait une requête pour. Donc, il y avait eu 2 requêtes pour la chambre et on a réussi à réserver la chambre. C'est clair que la chambre va être occupée, donc la disponibilité a été maintenue, mais la cohérence n'a pas été maintenue parce que là, on a un problème là, de double booking. Ok, donc ça c'est l'intuition derrière le système CAP, c'est-à-dire que on peut soit avoir des systèmes CA, AP ou CP. Là, j'ai fait une illustration pour CP et AP. On va parler un peu pourquoi CA ne fait pas de sens. Donc là, ça c'est un théorème, donc ça veut dire que de façon théorique, il y a une preuve qui existe pour prouver là, que ce théorème est vrai. Et cette preuve donc a été développée là, quelques années plus tard, en 2002, par Lynch, Nancy Lynch. Donc on a parlé d'elle avec le théorème, le résultat FLP là, qui disait impossibilité de consensus dans un système asynchrone avec des pannes de processus. Donc on a déjà mentionné Lynch auparavant. Et là, ce qu'on parle ici, là, c'est sa preuve qui montre là, que le théorème de Cap là, est vrai. Okay? Donc ici, on ne va pas aller étudier sa preuve en détail. Je vous donne juste une intuition de la preuve, okay, qui explique là, pourquoi le théorème fonctionne correctement. Okay? Donc donc l'intuition de la preuve ici, c'est d'utiliser un exemple, okay, pour prouver comment le théorème fonctionne. Donc l'exemple c'est très similaire au scénario précédent, mais c'est essentiellement un scénario split brain. On a 2 centres de données. A et B sont donc des copies du même registre. Et là, imaginons que un client ici va écrire une valeur dans le registre B. Donc, imaginons là, que la valeur qui doit être écrite, c'est cette étoile. Okay? Et là, un peu plus tard, un client contacte le centre de données numéro 1 et veut obtenir une copie là, du registre de A. Donc là, la question c'est quelle va être la valeur obtenue, okay, selon le mécanisme de réplication qu'on va utiliser. Et l'idée de la preuve, c'est que peu importe le mécanisme de réplication qu'on va utiliser, on va soit maintenir CP ou AP, mais on va jamais être capable de maintenir, ou CA, mais on va jamais être capable de maintenir les 3 en même temps. Donc, la première solution, okay, c'est tout simplement de dire on peut jamais avoir de panne. Okay? Donc, si on n'a jamais de panne, ben là, à ce moment-là, c'est vraiment simple. Donc, le mécanisme de réplication qu'on peut utiliser, c'est réplication eager sur chaque write. Donc, quand la requête d'écriture arrive au centre B, le centre B fait une réplication active de l'information sur le A. Et donc, une fois que le A confirme qu'elle a reçu l'information, B peut retourner donc une réponse au client pour lui dire que l'opération a été complétée avec succès. Et là, quand un client lit du centre de données A, va obtenir une copie de l'étoile, donc il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est essentiellement le scénario normal où il n'y a pas de panne. Clairement, en utilisant la réplication eager, on peut garantir donc la cohérence, parce que tout le monde est capable de lire l'étoile, et la disponibilité, parce que ma requête de lecture ici a fonctionné, ma requête d'écriture ici a fonctionné. Okay? Donc, ça, c'est une situation normale, qui fonctionne quand il n'y a pas de panne. Mais le problème, c'est que si c'est ça ma solution, ben, je dois supposer que j'ai jamais de panne dans mon système. Donc, j'ai pas de P, essentiellement. J'ai juste le C et le A. C'est pas tolérant en partition. Deuxième possibilité, donc là, on introduit une partition de réseau. Donc là, si on a une partition de réseau, qu'est-ce qui se passe? Ben là, imaginons que on va utiliser un mécanisme là, de réplication qui est paresseux, lazy. Okay? Donc, à ce moment-là, le client qui écrit l'information sur le B peut écrire avec succès l'information étoile. Donc, ça va être écrit localement sur B et B n'aura pas besoin de faire de réplication parce que avant de retourner la réponse, parce que c'est une réplication paresseuse.
Donc, au niveau de la disponibilité, ça fonctionne, ok? Donc, ma requête d'écriture a complété avec succès. Par contre, ici, quand je fais une lecture de l'information sur le A, la lecture fonctionne. Donc encore une fois, il n'y a pas de problème de disponibilité, mais la valeur de l'information que je reçois, c'est la valeur précédente qui était un carré. Donc là, j'ai deux valeurs différentes. J'ai un problème de cohérence. D'accord? Donc ici, j'ai un système AP où toutes les opérations fonctionnent, ok, mon écriture et ma lecture, mais j'ai pas de cohérence. Autre possibilité ici, donc imaginons que je décide d'utiliser un mécanisme de réplication eager, ok, donc hâtif, comme dans le premier scénario, mais la différence avec le premier scénario, c'est que j'ai introduit une partition de réseau. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand j'essaie de faire mon écriture, B doit être capable là, de communiquer avec A avant de retourner une réponse au client. Donc, va pas être capable de retourner une réponse au client. Donc, cette opération va bloquer indéfiniment jusqu'à ce que la partition de réseau soit résolue. Et là, quand je fais une lecture d'information ici et j'obtiens le carré, ben ça, évidemment, c'est cohérent. Okay? Il n'y a pas de problème parce que cette information-là n'a pas encore été écrite. Donc ça, c'est encore la valeur la plus récente. Donc ça, c'est un système qui est CP. Okay? Donc c'est CP parce que cette lecture est cohérente. Okay? Cette écriture n'est pas incohérente, c'est juste qu'elle n'est pas terminée. Et par contre, il y a un problème de disponibilité ici parce que cette écriture n'a pas fonctionné. La machine est en vie. Okay? Il n'y a pas de panne de machine, donc c'est une machine en vie. Je devrais être capable là, d'exécuter des opérations là-dessus, mais je ne suis pas capable d'écrire une information. Okay? Donc j'ai un manque de disponibilité ici. Autre possibilité, ça serait que je fasse un timeout, donc réplication eager, mais au lieu de bloquer indéfiniment, je fais un timeout et je rejette l'opération. Donc encore une fois, ça c'est cohérent parce que cette opération n'a jamais existé pour de vrai. Donc j'ai la cohérence, mais j'ai un manque de disponibilité ici parce que B est en vie, mais refuse là, mon opération d'écriture. Et finalement, une autre possibilité ici, imaginons là, que mon écriture utilise une réplication paresseuse. Okay? Donc là, quand moi je fais une écriture sur B de l'étoile rouge, ça fonctionne. C'est écrit là de façon locale. Donc ma disponibilité fonctionne bien ici. Par contre, ici, le problème, c'est que pour que le système soit cohérent avec un mécanisme de réplication paresseux, ça demande que quand je détecte une panne de partition et que je ne suis pas capable de synchroniser de façon paresseuse, je dois bloquer. Donc à ce moment-là, l'opération de lecture ici est en attente, elle n'est pas disponible. Donc encore une fois, je suis dans un système qui est AP. Qui est CP, parce que je maintiens la cohérence, j'évite de faire une lecture mauvaise du carré rouge qui n'est plus la dernière valeur parce que c'est l'étoile rouge qui est la dernière valeur parce que c'est une opération acceptée. Donc je manque de disponibilité ici au niveau de la lecture ici. Quoique j'ai la disponibilité ici, mais pas ici. Donc ça c'est un système CP. Et autre possibilité ici, donc au lieu de bloquer, encore une fois, je peux refuser l'opération de lecture dans un système de réplication paresseuse. Donc là, encore une fois, c'est un système CP. Je manque de disponibilité en termes de lecture. Donc, dans un système CP, comment on peut décider qui reste opérationnel? Donc, si vous voyez la différence entre les derniers scénarios ici, entre ces deux-là, et ceux-là ici. Donc, dans ces deux scénarios qui sont des scénarios CP, la différence, c'est qu'ici, on bloque au centre de données numéro 2, alors qu'ici, ça bloque au centre de données numéro 1. D'accord? Donc, dans les 4 derniers scénarios, il y en a 2 qui bloquent sur le 2, 2 qui bloquent sur le 1. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour décider qui reste opérationnel dans un système CP? Okay? Dans un système CP, dans un scénario là, de split brain, comment décider qui reste en vie entre A et B? Okay? Donc, la solution pour ça, c'est
d'utiliser un observeur, okay, qui est un troisième centre de données ou par exemple un fournisseur infonuagique. Donc, il ne fait pas partie du protocole de consensus ou quoi que ce soit pour la réplication de données, mais ce qui fait l'observateur, c'est maintenir des connexions avec les deux centres de données. Donc, dans une situation split brain où il y a une partition de réseau et il y a des pannes de communication, donc là, l'observateur devrait normalement être capable là, de communiquer avec soit A ou soit B. Okay? Donc, normalement, quand il y a une panne de réseau, c'est soit que A a perdu ses connexions ou soit que c'est B qui a perdu ses connexions, mais pas les deux en même temps. La différence, le problème, c'est que quand c'est juste A et B qui se connectent entre eux, à ce moment-là, c'est impossible de différencier. C'est la situation où c'est A qui a des fautes de réseau ou c'est B qui a des fautes de réseau. Avec un observateur, là, on peut faire la différence. Donc, si l'observateur garde contact avec le centre de données B, alors à ce moment-là, B peut déterminer que c'est lui qui reste opérationnel et va accepter des opérations. Et A, qui a perdu la connexion avec l'observeur, va dire que c'est moi qui est pas opérationnel, donc je dois refuser les requêtes. Je suis dans essentiellement la partition minoritaire. Ici, je suis dans la partition majoritaire. D'accord? Donc, c'est une possibilité, mais évidemment, ça nécessite un troisième centre de données ou ça nécessite un cloud, donc ça peut être une option qui peut être coûteuse. Okay? Donc dans certaines situations, c'est pas possible d'avoir un troisième parti pour déterminer qui reste opérationnel. Donc l'option conservatrice à ce moment-là, c'est de tout simplement mettre les deux centres de données hors ligne. Okay? Si on veut évidemment maintenir un système CP. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, on va parler là, du résultat FLP.